Une forte pluie qui s'est abattue dimanche 8 octobre 2023 dans la ville de Yaoundé a provoqué un éboulement de terrain au quartier Mbankolo où des maisons sont construites sur des collines. En fait, tout commence juste en haut là, il y a un grand lac qui ne date pas de maintenant, qui date de très longtemps. Et c'est ce lac qui a lâché. Lorsque ça a lâché, c'est ça qui a emporté toutes les maisons et avec balayé tout ce que vous voyez là. Hier, nous sommes arrivés, on a pu, avec l'assistance des autres gens, on a pu un peu essayer de porter certains corps qu'on pouvait, et avec l'aide des sapeurs-pompiers aussi qui sont arrivés bien après que nous ayons déjà commencé à enlever les corps. Bon, jusqu'à présent, comme je dis aux responsables des sapeurs-pompiers qui doivent envoyer des plongeurs au lac du Golfe, essayer de fouiller là-bas, puisqu'il y en a encore plusieurs familles qu'on n'a même pas encore retrouvé de corps, puisqu'il y avait l'événement anniversaire là en haut. Donc ce qui fait que depuis hier, on trouve plus des enfants, et il y a des familles qui sont vraiment touchées, qu'il n'y a même pas une personne pour témoigner ce qui s'est passé. La liste des victimes s'allonge au fil des heures. Les pompiers parlent d'un important nombre de disparus. Une délégation ministérielle s'est rendue sur le site pour faire un constat des dégâts survenus à Yaoundé 2, précisément en Koletam, Maison Blanche. Un moment triste pour plusieurs familles. Hier, c'était entre 18h30 comme ça, 18h30, 19h. Donc, quelque chose comme ça. Donc, quand la pluie a commencé, bon, je suis entrée, je me suis couchée avec les enfants, avec ma fille. Mon fils était au salon. Bon, à un moment venu, l'enfant vient me dire que il y a une inondation, l'eau est beaucoup entrée dedans. Il paraît que c'est le torrent qu'on a mal tracé, l'eau est entrée à l'intérieur. Quand il dit comme ça, directement, il sort, il part. Et réellement, quand je me lève, je constate que je ne peux même plus poser le pied au sol parce que l'eau avait envahi jusqu'à sous le lit. Bon, maintenant, je guette par la fenêtre, je vois les toilettes là, c'était tombé. Mes toilettes que je venais de faire, c'était tombé. C'est là où je constate que c'était sérieux. Donc, je sors là maintenant. Quand je sors, je vois, il y avait les déchets, les déchets comme vous voyez là. Il y avait les déchets des maisons, des tôles un peu de partout. Je continue, je vois une femme en face là qui était en train de pleurer, elle était nue, elle pleurait, je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Mes enfants étaient en train d'enlever on disait qu'il y a les gens, parce que cette femme qui était nue disait qu'elle n'était pas seule, parce que la femme là, on a juste sauvé la femme là en bas. Elle disait qu'elle n'était pas seule, elle disait avec les gens. Bon, mes enfants étaient donc en train de fouiller, comme voir si les gens là, si les tôles là ont enterré les gens en bas. Directement, je rentrais encore comme ça quand je comprends encore les bruits d'eau là qui venaient fortement. C'est là où je dis à mon fils que bon, cours à la maison porter ma fille, parce que j'avais laissé ma fille sous le lit. Je dis bon, cours porter l'enfant, on monte. Quand il court porter l'enfant pour monter, directement je vois des corps. Je traverse que sur les corps ici pour monter. Il y avait les corps ici devant chez moi. Voilà, c'est là où j'ai dit aux enfants que c'est mieux qu'on court et puis on monte. Donc c'est un peu ça. Bon, et puis je me suis évanouie en haut, bon, je ne connais plus la suite. Chers téléspectateurs de Wafrica TV, nous sommes actuellement au quartier Mbankolo à Yaoundé, précisément sur le site où a eu lieu dans la nuit du 8 octobre 2023 un éboulement de terrain suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Au moment où nous faisons ce stand-up, on dénombre des dizaines d'habitations détruites, environ une vingtaine de morts et de nombreuses familles endeuillées. The Minister of Commerce, Luc Malgloa Mbarga Atangana, received this October 5, 2023, His Excellency Kitisak Klomchit, the new ambassador of Thailand to Cameroon, with the aim of strengthening trade and economic ties between Cameroon and Thailand. According to the Ministry of Commerce, their meeting marks a significant step in strengthening the relations between Cameroon and Thailand, with a particular attention being paid to the agribusiness and technology sector, which offer promising potential for mutually beneficial collaboration. The two countries have already done business in a number of domains. As example, according to statistics from the Customs Department of Cameroon's Ministry of Finance, most of the rice consumed in the country is imported from Thailand, which accounted for 52% of rice imports in 2012.
During this exchange, the two personalities discussed a number of points, but it is important to note that it reflects the two nations' commitment to promoting South-South cooperation, an approach that fosters the exchange of expertise and the sharing of best practice between countries in the South with the aim of achieving common progress. Le ministre du Commerce, Luc Malouan-Barga Atangana, et l'ambassadeur de Russie au Cameroun, Anatoly Baskin, ont remis sur la table lors d'une audience au cours du mois de septembre 2023 le projet de création d'une bourse du café qui servirait de trait d'union entre Yaoundé et Moscou. Il s'agit d'une plateforme de commercialisation du café qui constituera un lieu de rencontre entre les producteurs camerounais et les acheteurs russes. Toutefois, le ministre du Commerce Luc Malouan-Barga Atangana ne précise pas s'il s'agira d'une plateforme physique ou numérique. L'idée de création d'une bourse de café avait été émise par les opérateurs économiques camerounais et la Chambre de commerce de Moscou lors des premières journées économiques camerounaises qui se sont tenues du 19 au 23 octobre 2016 dans la capitale russe. L'année suivante, le ministère du Commerce listait ce projet parmi les activités à soutenir par son département ministériel en 2017. Mais plus rien n'a été dit jusqu'à ce que celui-ci soit ressuscité lors d'une audience que Luc Malouan-Barga Atangana a accordée aux diplomates russes durant le mois de septembre 2023. Selon le ministre du Commerce du Cameroun, cette bourse du café viendra renforcer la coopération commerciale entre les deux pays et permettra de promouvoir le Cameroun comme destination privilégiée pour les investissements russes, au moment où le pays manifeste l'envie de densifier la coopération économique et commerciale avec la Russie. La Fédération de la Russie présente 6 à 7% des parts du marché avec le Cameroun pour un volume en termes d'exportation assez faible autour de 96 milliards de francs CFA. La situation s'est plutôt dégradée depuis le déclenchement de la guerre avec l'Ukraine en février 2022, plus au détriment de la Russie que du Cameroun, puisqu'au cours des 2 dernières années, les exportations se sont améliorées. Elles ont été multipliées par 16 alors que les importations en provenance de la Russie ont régressé, déclarait Luc Malouan-Barga Atangana au lendemain de la tenue du 2e sommet Russie-Afrique de juillet dernier. D'après les données de l'Office national du cacao et du café, le Cameroun a exporté 11 557 tonnes de café lors de la campagne caféière 2021-2022. Les jeunes sont une nouvelle fois au cœur des politiques gouvernementales. Dans un contexte marqué par des multiples dangers qui guettent la jeunesse, les autorités travaillent à les impliquer un peu plus dans le fonctionnement des institutions et le développement du Cameroun. Un idéal qui a modifié la signature d'une convention de partenariat entre l'Agence de service civil national de participation au développement et l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. L'accord, signé le mercredi 4 octobre à Yaoundé, vise à établir un programme de collaboration qui se veut un cadre fédérateur des capacités des deux organisations, dans l'optique de tendre vers une république exemplaire en matière d'engagement de la jeunesse et aux valeurs morales. Concrètement, l'Agence de service civil d'engagement a créé une plateforme d'échange entre les bénéficiaires du programme de l'esprit d'entreprise en milieu jeune et les volontaires, prendre en charge les frais de transport des jeunes retenus ou encore échanger des informations, des expériences et des modèles en vue de contribuer à l'amélioration et la gestion des affaires locales. La PME, pour sa part, va jouer sa contribution en assistant les jeunes porteurs d'idées pour la création de leurs entreprises. Il est également question de renforcer leurs capacités pour la maturation de leurs projets, ainsi que les compétences managériales et technologiques en matière de gestion des ressources humaines. Le partenariat ainsi officialisé constitue un cadre idoine de mutualisation des compétences dont la mission fondamentale est la mise en œuvre des politiques gouvernementales d'encadrement et d'insertion des jeunes dans un circuit social et économique. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso.
12 mois et 9 jours, c'est exactement le temps que le plus jeune président au monde, le capitaine Ibrahim Traoré, a déjà mis au pouvoir. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré annonçait la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président du Burkina Faso. L'objectif du capitaine Ibrahim Traoré étant celui de mettre personnellement fin au phénomène d'insécurité qui sévit depuis des années au Burkina Faso. Ces maîtres mots sont ceux de Thomas Sankara. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour défendre. Vous partez au-delà. Si nous avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc, sur ce point seulement, la meilleure manière donc, de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Vous trouvez normal que nous, on cultive l'arachide, le soja, le sésame, tout ça, nos noix de karité, tout exporté, et ensuite payer encore l'huile de l'extérieur? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez normal qu'on laisse nos producteurs produire la tomate, que des gens viennent d'ailleurs, la caisse qu'ils pouvaient vendre à 30 000 ou combien? On paye à 1000 francs, on part, on transforme en pâte, on revient nous vendre? Non. Une défense populaire généralisée, une mobilisation patriotique, un développement endogène sont là les solutions qu'il propose pour la souveraineté des Burkinabés. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus, de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque, pas de plaisir. Risquez, lancez-vous. On vous accompagnera autant qu'on peut. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc aux parrains et à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays, et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives donc pour les jeunes. Rappelons que c'est en 2010 que le capitaine Ibrahim Traoré intègre l'armée, précisément dans une école de formation d'officiers basée à Pau, l'Académie militaire Georges Namoineau, au sein de laquelle il avait suivi sa formation. Il achève cette formation militaire en tant que vice-major de sa promotion. Successivement, il passe sous-lieutenant en 2012, lieutenant en 2014, puis capitaine en 2020. En mars 2022, par l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya. Le capitaine Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kera, dans la commune de Bandouki au Burkina Faso. Il a fait ses études au lycée mixte d'Akarville à Bobo-Dioulasso, où il a obtenu le baccalauréat en 2006. Il est diplômé en géologie à l'université de Joseph Kizerbo de Ouagadougou où, durant ses études, il était militant de l'Association nationale des étudiants du Burkina. According to a decree signed on Friday, October 6, 2023, President Macky Sall dissolves members of government and decides to set up a new government under the leadership of current Prime Minister Amadou Ba. In his official statement, the head of state expressed his gratitude to the outgoing ministers who were appointed on September 17, 2022 for their commitment and the remarkable work they have accomplished in the service of the country. Prime Minister Amadou Ba, who is Macky Sall's designated successor in the 2024 presidential race, is the only one that remains in office. The precise composition of this new government will be published soon under the leadership of Prime Minister Amadou Ba. His terms as president of Senegal is coming to an end due to the country's constitutional terms.
Senegal's constitution allows for a maximum of 2 consecutive terms for the president, with each term lasting 5 years. Macky Sall has been in power since 2012 and was re-elected in 2019, so his second term is set to end in 2023. Macky Sall's decision not to stand for a third term is based on the country's constitutional term limits. Encore guider la construction du Sénégal. The collapse of buildings is becoming rampant in the Cameroonian society. Une maison de 4 niveaux qui s'est effondrée. More than 33 deaths recorded in the economic capital of Cameroon is due to the collapse of a four-story building. And this disaster once again raises the issue of compliance with building standards. With the design builder Narcisse Koungan Kamdem, who reminds us the number of factors considered in building construction, like the need to consult a professional geotechnical engineer to study the soil and the good calculations of the dimensions of the foundation are necessities for a good building project. À 3 niveaux. Donc il y a d'abord le plan de masse et le nivellement qu'on fournit par le dossier de construction. Maintenant, il y a un organisme de contrôle que vous rencontrez qui est chargé de venir faire des sondages sur le terrain et qui vous donne des rapports. Après, maintenant, vous-même en tant qu'entreprise, vous allez faire également vos sondages sur le terrain et vous allez avoir vos rapports que vous pourrez faire une comparaison. Maintenant, à partir de cela va vous indiquer quelle qualité de fondation vous allez adopter. Donc, quand on parle de fondation, on peut avoir des fondations profondes. On va vous parler des puits, des pieux. Il y a des fondations semi-profondes, il y a des fondations superficielles, il y a des radiers générales. Donc ça veut dire que si quelqu'un décide de construire par exemple dans une zone marécageuse, tout se fait à base des calculs. Donc en fonction des calculs, il saura quelle qualité de fondation il peut adopter. Si c'est une fondation profonde, si c'est un radier général, ainsi de suite. Donc le choix du sol pour une construction, non. Ce sont des calculs, tout c'est le dimensionnement. Et généralement, la personne chargée de cela, c'est un géotechnicien. Parce que c'est le géotechnicien qui fait une étude de sol. Quand on parle d'un organisme de contrôle, donc ça veut dire que vous allez dans un laboratoire, peut-être au labo génie, vous les rencontrez, vous leur faites une demande, que vous voulez construire une maison, peut-être dans la zone de Simalem, ils vont vous demander les caractéristiques. La maison fait quelle surface? C'est à combien de niveaux? Est-ce que c'est à 8 niveaux? Donc là, ils vont aller sur le terrain et ils feront des sondages. Ça, c'est le rôle du géotechnicien. Une fois qu'il a fini avec ces sondages, là, il va vous remettre. Maintenant, c'est vous, avec ces données-là, vous allez faire des calculs pour trouver ce qu'on a appelé la contrainte admissible du sol. Donc, savoir ce que la structure peut porter. Dès que vous avez ces informations-là, vous définissez la fondation que vous allez adopter. Vous pouvez opter pour une semelle filante, vous pouvez opter pour une semelle isolée. Et à partir de ce moment, peu importe le bâtiment que vous devrez faire, il n'y aura pas de problème. Donc le sol en quelque sorte n'a pas de problème. Tout c'est un problème de dimensionnement. Si vous avez bien dimensionné, vous allez savoir exactement quel est le type de fondation que vous allez adopter. Mais toujours il faut rencontrer un géotechnicien. Donc les gens du laboratoire sont chargés d'étudier le sol. Parce que si vous ne le rencontrez pas, vous ne saurez jamais si le sol que vous avez est de bonne qualité. The area in which a building is built can sometimes be one of the factors that lead to its collapse. But also, dishonesty of some engineers, like the mismanagement of some building materials, might be a problem and a cause to the collapse of buildings as well. Il fera même R+3. Bon, quand on dit R+3, c'est 4 niveaux, non? R+3 le bâtiment tombe à la longue. Mais quelqu'un va aller dans une zone marécageuse. Il va même construire un bâtiment à 11 étages, ça ne va pas tomber. Il suffit qu'il réalise bien ses calculs. Il fait un bon sondage de sol. Il ne se trompe pas sur la fondation adoptée. Parce que si vous arrivez dans une zone où il faut faire par exemple un radier général et que vous réalisez une fondation profonde, le bâtiment ne doit pas tenir. Ça va tomber à la longue. Donc chaque chose doit être mise à sa place. Quand il y a un problème, le toit est partagé entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Il y a des techniciens qui ne sont toujours pas honnêtes. Je ne vais pas dire ça comme ça. Un technicien viendra vous dire qu'il veut peut-être utiliser les fers de 12 pour une construction. Prenons l'exemple de ceux qui sont à l'étranger. Parce que si vous êtes à l'étranger et que vous décidez de faire une construction au pays, là, il faut être sûr que vous avez quelqu'un sur place. Parce qu'une fois qu'on a coulé un poteau,
vous ne saurez jamais le faire qui est à l'intérieur. C'est fini. Donc c'est jusqu'au jour où le bâtiment va tomber que vous saurez que dans le devis qu'il m'avait envoyé, il avait bien parlé des fers de 12. Mais là, je vois les fers de 10. Bon, cela dépend de vous, vous pourrez le poursuivre. Donc c'est pour ça que quand on réalise un bâtiment, de façon générale, il faut un délai de garantie. Donc c'est ça qu'on parle de réception provisoire. Non, il y a deux, il y a la réception provisoire et la réception définitive. Voilà, la réception provisoire, vous lui donnez une partie de son argent. Vous lui dites peut-être que si dans 3 ans, le bâtiment n'a pas un problème, il vous donne le reste de votre argent. C'est un peu comme ça. Donc les techniciens, il y a des techniciens malhonnêtes. La majorité sont comme ça. Mais c'est vous, le maître d'ouvrage, qui devrez surveiller votre travail. Sauf si vous faites confiance à la personne. Every building has a lifespan depending on the depth of its foundation. The main factor is equally the load of the building on its foundation. For indeed, a building is built to support a specific load. Bon, quand on parle de durée de vie du bâtiment, tout dépend, hein. Tout dépend de ce que vous voulez construire. Parce qu'on peut avoir au moins 5 durées dans la vie du bâtiment. On peut avoir, quand on veut construire pour les structures provisoires, ça veut dire que vous pouvez arriver dans un chantier, par exemple, vous décidez de construire, quelqu'un peut décider de construire une maison, vous pouvez avoir votre terrain de 500 mètres carrés. Bon, vous n'avez pas encore les moyens pour construire la maison de vos rêves. Vous décidez peut-être de construire un studio ou un appartement dessus. Donc si vous construisez un studio ou un appartement dessus, ça veut dire quoi? Que vous allez peut-être opter pour une structure provisoire. Donc vous allez faire une simple maison. Et cela peut durer peut aller peut-être jusqu'à 10 ans. Maintenant, il y a les éléments de structure remplaçables. Donc vous construisez un bâtiment où à la longue là, vous allez peut-être enlever pour mettre autre chose qui peut aller à 15 ans. Maintenant, il y a les structures agricoles qui peut aller à 25 ans. Maintenant, il y a les structures de bâtiments, un peu comme ceux-ci, que quand on le dimensionne, c'est au moins 50 ans. Maintenant, il y a les structures monumentales de bâtiments. À l'intérieur, on va retrouver les grands ponts que vous voyez là, les ouvrages d'art, les dallos là, qui vont jusqu'à 100 ans. Donc la durée d'un bâtiment est fonction de ce que vous avez en vue. Vous pouvez décider que vous voulez construire un bâtiment qui va durer 5 ans parce qu'après je vais voyager. Vous pouvez décider qu'il faut que ça dure 100 ans parce que même si je voyage, je vais laisser à quelqu'un derrière moi. Donc tout dépend de vous. Laying a good and strong foundation is the key to a strong and long-lasting building. Likewise, if the building norms are not respected, may lead to its fall.